Bonjour. Aujourd'hui, je me propose de vous raconter l'histoire de ce qu'on appelle la Nouvelle-France. Vous savez peut-être, ou vous vous êtes déjà demandé, pourquoi les Québécois parlent français, pourquoi beaucoup de villes d'Amérique du Nord et notamment aux États-Unis dans le Middle West ont des noms d'origine française: Détroit, Des Moines, Saint-Louis. Peut-être aussi que vous vous êtes demandé qui sont les Acadiens ou les Cajuns. C'est à toutes ces questions et à d'autres que je vous propose de répondre aujourd'hui avec l'histoire de cette présence coloniale française en Amérique du Nord, comment elle a été créée, comment elle a été ensuite perdue, et l'héritage qui reste aujourd'hui, l'héritage culturel, linguistique, puisque pour ce qui est des territoires, le seul vestige de cette présence française, c'est les îles de Saint-Pierre et Miquelon, sur la côte du Canada. Et aujourd'hui, depuis plus de 2 siècles, il n'y a plus d'autre présence française en Amérique du Nord. Alors notre histoire commence au XVIe siècle, et en particulier dans les années 1520. Pour resituer le contexte de l'époque, vous savez qu'à la fin du XVe siècle, officiellement en 1492, l'Amérique est découverte, ou plutôt redécouverte, par Christophe Colomb. Je dis redécouverte puisqu'on sait aujourd'hui que les Vikings ont atteint certaines parties de l'Amérique du Nord. On sait aussi que plusieurs expéditions de marins, et notamment des pêcheurs, connaissaient l'existence de terres loin à l'ouest dans l'Atlantique, des pêcheurs basques notamment, mais aussi des marins portugais qui avaient aperçu les côtes du Brésil. Toujours est-il que, officiellement, c'est à la fin du XVe siècle que les Espagnols s'installent en Amérique et étendent leur exploration vers l'ouest, vers le Mexique, où ils rentrent en contact avec les Aztèques et les autres peuples précolombiens du Mexique, ce qui fait réaliser aux Espagnols et au reste de l'Europe les immenses richesses qui peuvent sortir de ces campagnes d'exploration. Il y a aussi à cette époque en Europe de l'Ouest la volonté de découvrir une voie maritime vers l'Extrême-Orient, vers les Indes, vers la Chine, puisque la voie terrestre a été bloquée ou monopolisée par le monde musulman et notamment par l'Empire ottoman qui contrôle l'essentiel du Moyen-Orient. Et des expéditions sont lancées dans différentes directions pour essayer de rejoindre l'Extrême-Orient. Les Portugais tentent de le faire par l'Est, en contournant l'Afrique par le Sud pour traverser l'océan Indien et atteindre les Indes, puis la Chine, le Japon. Les Espagnols
ont essayé de le faire par l'ouest, puisque le but officiel de l'expédition de Christophe Colomb était d'atteindre la Chine, et évidemment, ne pouvant pas savoir qu'un continent aussi grand que l'Amérique se dressait entre l'Europe et l'Asie sur cette route occidentale, il a accidentellement découvert l'Amérique, mais cette idée qu'on peut par l'ouest atteindre la Chine motive les Européens à tenter ce type d'exploration. La France, mais aussi l'Angleterre, par leur position géographique, sont bien sûr tentés de découvrir cette route en partant à l'ouest sur l'Atlantique. Dans les années 1520, le roi de France est François Ier, et c'est lui qui va financer la première expédition française vers l'Amérique du Nord, avec un explorateur qui s'appelle Verrazzano, d'origine italienne, comme Christophe Colomb d'ailleurs. Il était assez courant à cette époque que les rois, les souverains, financent ce type d'expédition. Et c'est l'expédition de Verrazzano qui va permettre de reconnaître différentes côtes de l'Amérique du Nord, en particulier ce qui correspond aujourd'hui à la Caroline aux États-Unis, et également le site sur lequel est construit aujourd'hui New York, que Verrazzano nomme la Nouvelle Angoulême, ce qui est une sorte d'hommage à François Ier, puisque François Ier, avant d'être roi, était comte d'Angoulême, mais sans pour autant établir une présence humaine sur ce nouveau continent. Des choses un peu plus sérieuses apparaissent dans les années 1530, et en particulier avec le voyage de celui qui est peut-être l'explorateur français le plus important de l'histoire de France, qui est Jacques Cartier. Jacques Cartier dirige une expédition, là encore financée par la couronne de France, qui a pour objectif de découvrir cette route occidentale vers l'Asie, et son idée est de chercher cette route en remontant le fleuve Saint-Laurent, dont on a exploré l'estuaire qui se jette dans la baie du Saint-Laurent et dans l'Atlantique. Une idée qui, bien sûr, nous paraît un peu délirante aujourd'hui, puisqu'on connaît la carte du monde et qu'on voit bien que traverser le Canada en bateau est impossible, mais à l'époque, cette tentative pouvait avoir un certain sens, et c'est avec cette motivation principale que Jacques Cartier part vers ce qui est aujourd'hui le Canada. Et c'est lui qui prend possession pour la première fois de territoires nord-américains pour le compte de la France, en plantant un drapeau dans ce qui est aujourd'hui ce qu'on appelle la Gaspésie, une péninsule au sud de l'embouchure du Saint-Laurent, qui correspond aux États actuels au Canada de Nova Scotia, de New Brunswick, c'est-à-dire les États maritimes les plus à l'est du Canada. Au XVIe siècle,
il y a différentes autres tentatives d'installation française en Amérique du Nord qui, pour la plupart, échouent à cause du climat, à cause de la démotivation des colons. Et il y en a une, notamment en Floride, dans ce qui est aujourd'hui Jacksonville. Donc on est là beaucoup plus au sud qu'en Gaspésie. Et il y a également au XVIe siècle, en explorant et en remontant le fleuve Saint-Laurent, la découverte de ressources et de fourrures notamment qui paraissent tout à fait intéressantes pour les Européens et en l'occurrence les Français. Il y a notamment beaucoup de castors qui vivent dans cette région, alors que, à cause d'une exploitation assez intensive, cette espèce est en train de disparaître en Europe, et donc se met en place au XVIe siècle un commerce des fourrures entre cette région de l'Est du Canada ou de l'extrême nord des États-Unis vers l'Europe. C'est aussi la période où apparaissent les premiers contacts avec les habitants indigènes du Canada, qu'on va appeler, comme d'ailleurs dans l'ensemble des Amériques, des Indiens, puisqu'on pense qu'on est en train de chercher la route des Indes, et par habitude, on finit par appeler Indiens les populations rencontrées sur ce chemin. Et ces populations dites indiennes se partagent entre de nombreux peuples et tribus. En particulier, il y a deux peuples avec lesquels les Français rentrent en contact au XVIe siècle, qui sont les Iroquois et les Algonquins. Les Iroquois sont des Indiens sédentaires qui pratiquent l'agriculture, alors que les Algonquins sont des nomades qui se déplacent dans un territoire bien identifié. Et on sait en fait peu de choses des relations qui s'installent entre les Indiens et les Français à cette époque. Tout ce qu'on peut imaginer, c'est que les Indiens tolèrent cette présence extérieure, puisqu'elle est encore extrêmement ténue. Ce sont de toutes petites communautés et de toutes petites expéditions qui s'aventurent dans la région, et la supériorité numérique des Indiens est énorme, si bien qu'il n'aurait pas été possible de s'établir sans avoir au moins des relations de neutralité avec ces Indiens. Les choses évolueront au XVIIe siècle avec des rapports probablement beaucoup plus conflictuels. La vraie installation de population en Amérique du Nord commence au XVIIe siècle. En 1608, la ville de Québec est fondée par Samuel de Champlain, qui est lui aussi sponsorisé par le roi, en l'occurrence Henri IV à l'époque. Et ça correspond à une période, ces premières années du XVIIe siècle, où les Anglais et les Français commencent à s'intéresser à l'idée de colonies, de peuplement en Amérique du Nord. La Virginie, par exemple, qui est la première colonie fondée par l'Angleterre dans ce qui deviendra les États-Unis,
est créée en 1604, quelques années auparavant. Mais très vite, on va s'apercevoir d'une divergence entre les colonies anglaises et les colonies françaises. Et jamais la France, en fait, n'arrivera à s'implanter en Amérique du Nord avec la même importance que les Anglais pour plusieurs raisons. Déjà, parce que il n'y a pas de flux migratoire important qui quitte la France. Tout comme en Angleterre, au XVIe siècle, et encore au XVIIe, il y a des frictions religieuses importantes, en l'occurrence en France entre catholiques et protestants, mais les protestants vont très peu s'installer en Amérique du Nord, et notamment parce qu'ils en sont découragés. Dans les années 1620, le cardinal de Richelieu, on a maintenant changé de roi et on est sous le règne de Louis XIII, interdit aux non-catholiques de s'installer dans les colonies françaises d'Amérique du Nord. Ce qui n'est stratégiquement pas forcément très malin, puisque beaucoup d'entre eux iront s'installer dans les colonies anglaises et contribueront à les peupler. Alors qu'en Angleterre, il y a également des tensions religieuses importantes qui entraînent le départ d'une minorité religieuse qu'on appelle les puritains, qui contribuent largement à peupler les futurs États-Unis. Une autre différence, c'est bien sûr le climat. Le climat des colonies françaises, qui sont au nombre de 2 essentiellement. Il y a une colonie qu'on commence à appeler l'Acadie, qui correspond à ces régions orientales du Canada actuel, qui sont les régions du New Brunswick, de Nova Scotia, ainsi qu'une petite frange au nord de ce qui est le Maine aux États-Unis aujourd'hui. Ça, c'est l'Acadie. Et il y a une deuxième colonie qui est le Canada, qui lui correspond essentiellement en termes de présence humaine au cours du fleuve Saint-Laurent, avec des villes comme Québec, comme Trois-Rivières, comme un peu plus tard Montréal, qui sera promis un bel avenir, mais qui reste extrêmement peu peuplé, également à cause de la rudesse du climat. Alors que les colonies anglaises sont sur la côte atlantique des États-Unis actuels, entre la Virginie et ce qui correspond aujourd'hui au Maine, et bénéficient de conditions pour développer leur agriculture qui sont beaucoup plus favorables. Par exemple, en 1630, plus de 20 ans après la fondation de Québec, la ville, si on peut l'appeler ainsi, n'a toujours qu'une centaine d'habitants. En 1640, il y a un peu plus de 300 habitants seulement à Québec. Et donc il y a une disproportion énorme de population entre les colonies françaises et anglaises, si bien que chaque fois que des conflits vont éclater directement entre les colonies ou comme résultat des conflits qui ont lieu en Europe, ce sont les Anglais qui, haut la main, vont remporter ce type de combat.
pour autant, on n'en est pas encore là, et la France commence de plus en plus au XVIIe siècle à s'intéresser à cette colonisation de l'Amérique du Nord, et plus elle s'y installe, plus elle commence à rentrer dans le jeu des alliances et des guerres des tribus indiennes. Et en particulier la rivalité qui oppose deux peuples indiens que sont les Hurons et les Iroquois. La France, assez vite, s'allie avec les Hurons et se retrouve en guerre avec eux contre les Iroquois, ce qui entraîne également de nombreuses attaques des installations françaises et rend relativement hostile à l'établissement des colons. La situation reste donc assez délicate, puisqu'en 1650, la Nouvelle-France est quasiment submergée par une invasion des Iroquois qui en prennent presque entièrement le contrôle, ce qui provoque une réaction de la part de la France et la reprise en main du projet de colonisation. Il y a un recensement qui est fait en 1666. Ça fait donc à ce moment-là à peu près 60 ans que Québec a été fondé, plus d'un siècle que Jacques Cartier a lancé son expédition vers le Canada, et de ce recensement sort seulement une population d'un peu plus de 3000 personnes dans la Nouvelle-France. Donc vous voyez qu'on parle d'une présence qui est extrêmement ténue à cette époque. Mais même si cette présence est limitée, il y a des groupes d'explorateurs qui s'aventurent toujours plus à l'ouest et vers le sud de la Nouvelle-France pour cartographier, pour entrer en contact avec des tribus indiennes et prendre possession de ces territoires. Et c'est de cette manière que les Français atteignent la baie de Hudson, qui est cette grande baie au nord du Canada, qu'ils atteignent également la région des Grands Lacs, partagée aujourd'hui entre le Canada et les États-Unis, et en descendant toujours plus au sud, le bassin du Mississippi, ce qui leur permet d'établir comme un territoire qui contourne les colonies anglaises de la côte atlantique, puisqu'ils descendent jusqu'en Louisiane et fondent quelques forts et quelques villes, ou plutôt des villages, sur ce gigantesque territoire. Mais ce qu'il faut bien réaliser, c'est qu'il est facile de revendiquer la possession de territoires gigantesques. Il est bien plus difficile de véritablement les peupler et les contrôler. Et ce sera ça le problème récurrent et finalement fatal de la Nouvelle-France, une population qui reste extrêmement limitée, une présence militaire, même avec les efforts qui sont faits dans la deuxième moitié du XVIIe siècle pour contrôler mieux le territoire, notamment sous le règne de Louis XIV avec Colbert, son ministre, mais une présence militaire qui reste très légère. Pour vous en donner un exemple, entre la région des Grands Lacs et la Louisiane, il y a à peu près un fort tous les 1000 kilomètres, c'est-à-dire en réalité quasiment rien, pour
pour occuper véritablement ce territoire. Le problème colonial de la France également, pendant tout le XVIIe et le XVIIIe siècle, c'est un problème de priorité. La France, à cette époque, est la puissance dominante en Europe et elle fait face à des coalitions qui l'obligent ou la conduisent à maintenir une armée de terre très importante. Ça rend difficile la compétition navale avec l'Angleterre et dans les priorités des souverains français, établir la sécurité des frontières et parfois l'expansion de ces frontières, comme sous Louis XIV, est bien plus prioritaire et important que de coloniser ces gigantesques territoires qui par ailleurs sont relativement peu fertiles et qui ont un climat assez rigoureux. La colonisation est critiquée en France par certains qui y voient une dépense inutile. Au XVIIIe siècle, par exemple, elle sera critiquée par Voltaire et derrière lui par beaucoup d'autres qui mettent en avant le fait qu'il ne sert à rien de contrôler ces territoires qui ne valent pas grand-chose et qui coûtent beaucoup plus qu'ils ne rapportent. Par contre, à l'époque, pour la France, ce qui rapporte infiniment plus, ce sont les colonies des Antilles. La France est présente en Martinique, en Guadeloupe, dans ce qui est aujourd'hui l'île de Saint-Domingue, la partie occidentale de Saint-Domingue, qui correspond à Haïti aujourd'hui, et ces colonies sont véritablement très riches. Il y a des produits coloniaux qui ont été acclimatés dans cette région, notamment le café, notamment le sucre. On commence à voir aussi la culture du coton, et ces colonies assurent une richesse beaucoup plus importante et stratégique que le Canada. Pour vous donner une illustration de ça, plus de la moitié du café produit dans le monde à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe siècle provient de ces colonies françaises des Antilles, notamment de Haïti, et assure une part très importante des exportations de l'économie française à l'époque. En comparaison, le Canada, c'est quelques milliers de personnes, un commerce de fourrure qui est certes intéressant mais marginal, et donc il y a peu d'intérêt finalement pour la colonisation de cette région. Et cette grande faiblesse de la présence française en Amérique du Nord va être à chaque fois révélée par les différentes guerres qui s'y déroulent. Et très souvent, ces guerres, notamment contre les colonies anglaises, sont la répercussion des conflits qui ont lieu en Europe, en particulier sous Louis XIV, pendant la guerre qu'on appelle de 9 ans, pendant la guerre de succession d'Espagne, qui voit à chaque fois l'Angleterre grignoter des morceaux du territoire français. Au début du XVIIIe siècle, après la dernière guerre du règne de Louis XIV, qui est la guerre de succession d'Espagne, qui se règle entre la France et l'Angleterre par un traité qu'on appelle le traité de Brunswick.
la France abandonne à l'Angleterre le contrôle de la baie de Hudson, ce qui permet à l'Angleterre de mettre un pied au nord du Canada. Et la véritable catastrophe pour la présence française, ça va être au milieu du XVIIIe siècle, la guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans, c'est probablement la première guerre mondiale de l'histoire, puisqu'elle déchire l'Europe à l'époque du règne de Louis XV, et c'est une guerre assez complexe qui oppose l'Angleterre alliée avec la Prusse à la France alliée avec l'Espagne et avec l'Autriche, et chacun des deux camps a d'autres alliés plus petits, qui donnent lieu à des combats sur différents théâtres. Les principaux théâtres seront évidemment en Europe, avec une guerre notamment dans la région de la Prusse, qui voit les Français plutôt bien s'en sortir, mais une répercussion coloniale, puisque l'Angleterre, avec l'alliance de tribus indiennes, s'oppose à la France en Amérique du Nord, et malgré une résistance assez surprenante et héroïque parfois du camp français, notamment de la ville de Québec, qui est assiégée par une énorme flotte anglaise, les Français du Canada ne peuvent pas faire grand-chose à cause de la disproportion démographique, et l'ensemble de la Nouvelle-France est capturé par les Anglais. À la signature de la paix à la fin de la guerre de 7 ans, la France doit choisir entre céder aux Anglais les colonies de la Nouvelle-France, donc l'ensemble de sa présence en Amérique du Nord, ou les colonies des Antilles. Et elle prend la décision de céder l'Amérique du Nord, donc quelque part d'abandonner ses colons du Québec, d'Acadie et de Louisiane aux Anglais. Plus précisément, la Louisiane ne revient pas à cette époque à l'Angleterre, mais à l'Espagne. Ça faisait partie des arrangements de signature de la paix, et pendant quelques décennies, ce qu'on appelle aujourd'hui l'État de Louisiane, mais aussi tout le bassin du Mississippi, va être officiellement sous administration espagnole. Pourquoi la France a abandonné la Nouvelle-France à cette époque? Essentiellement parce que économiquement, les colonies des Antilles étaient beaucoup plus importantes, et également parce que au milieu du XVIIIe siècle, le déséquilibre de puissance entre les colonies françaises et anglaises était totalement intenable. La Nouvelle-France, au milieu du XVIIIe siècle, juste avant d'être abandonnée à l'Angleterre, avait 60 000 habitants. Les colonies anglaises comptaient 2 millions d'habitants. C'est plus de 30 fois plus. Et donc, même si sur la carte, la France a revendiqué un territoire important, en fait, elle n'avait véritablement peuplé que le Québec, et cette région n'était pas suffisante pour tenir tête à la présence britannique. Donc il y a aussi une forme de réalisme dans cet abandon de la Nouvelle-France. Mais
populations d'origine française qui, parfois maintenant, depuis plusieurs générations, sont présentes en Amérique du Nord, l'histoire continue. Et là, on va voir deux évolutions divergentes entre l'Acadie et la colonie anciennement dite du Canada, qui correspond en fait au Québec, se manifester. L'Acadie, c'était une colonie officiellement française, mais qui, dans les faits, avait été un peu laissée à elle-même, et où les Anglais, qui maintenant ont pris possession du Canada, vont mener une politique d'expulsion, voire de déportation des Acadiens. Et c'est à cette occasion que beaucoup d'entre eux, pour échapper à la présence anglaise, vont aller s'installer en Louisiane, c'est-à-dire passer d'un climat qui s'apparente à celui de la Scandinavie en Europe à un climat beaucoup plus clément dans le golfe du Mexique. Et de cette migration provient la présence des Acadiens, qu'on appelle aux États-Unis les Cajuns, en Louisiane. Ils sont donc arrivés en fait en Louisiane alors que les Français n'étaient déjà plus possesseurs de cette région. Elle était sous administration espagnole, mais une bonne partie de cette population acadienne va constituer la population du sud de la Louisiane, notamment de la Nouvelle-Orléans, et donner une sorte de boost à la croissance démographique de cette région. Les Québécois, par contre, beaucoup plus nombreux, vont pour une grande partie d'entre eux rester au Québec et s'acclimater avec la présence anglaise, qui n'a pas trop d'autres options que de les laisser vivre. Et très vite, les Québécois manifestent un particularisme culturel en refusant d'abandonner le français et en maintenant des traditions, qu'elles soient religieuses, culturelles ou linguistiques, qui font que jusqu'à aujourd'hui, le Québec a constitué une identité qui lui est propre, mais qui est extrêmement différente de celle du monde anglo-saxon qui peuple les États-Unis et le Canada. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les villes québécoises comptent parmi les plus grandes villes francophones au monde, comme Montréal, qui est la deuxième ville francophone du monde, derrière Paris, et le Québec est la plus grande présence francophone hors d'Europe, ce qui est tout de même assez remarquable. L'histoire ne s'arrête pas véritablement avec la guerre de 7 ans non plus pour la présence française, puisque autant le Canada est définitivement perdu, autant il va y avoir un dernier sursaut de cette présence française au tout début du XIXe siècle. À l'époque, la Révolution française a débouché sur l'Empire, la dictature de Napoléon Bonaparte, et à l'époque, la France est alliée avec l'Espagne, et elle lui impose la rétrocession dans le cadre d'un traité secret de cette colonie de la Louisiane qui comprend
l'État de Louisiane actuel, mais surtout une grande partie du Middle West, en contrepartie de la restitution de la Toscane en Italie. Ce traité secret, c'est une sorte de diktat, très clairement, qui est imposé à l'Espagne, mais qui permet à la France de récupérer le contrôle d'un très grand territoire, la colonie historique de Louisiane. Le problème, c'est que au début du XIXe siècle, la France perd pied en Amérique. Elle est en guerre contre les Anglais qui ont le contrôle naval et qui peuvent saisir des colonies françaises dans les Antilles. Il y a eu une révolte d'esclaves à Saint-Domingue qui expliquera l'envoi d'une expédition par Napoléon, mais qui n'empêchera pas que, à terme, Saint-Domingue échappe au contrôle de la France, et ce sera la création par ces esclaves révoltés d'un État indépendant qui est Haïti, entraînant l'émigration des colons français, parfois des gens extrêmement riches, vers la Louisiane, qui est restée en bonne partie francophone, et ces populations de colons qu'on appelle les créoles, puisqu'ils sont nés dans les Antilles, même si ce sont ethniquement des gens d'origine européenne, vont venir contribuer au melting pot de l'État de Louisiane, en particulier en s'installant à la Nouvelle-Orléans et en développant des plantations dans le courant du XIXe siècle et en s'intégrant à la population des États-Unis. Mais ces différents reculs, cette impossibilité de contrôler l'Amérique du Nord, la priorité évidente qui est donnée à la guerre en Europe, amène Napoléon à prendre la décision de vendre la Louisiane, cette colonie qu'il a récupérée seulement quelques années auparavant et qui avait été espagnole pendant une quarantaine d'années, de la vendre aux États-Unis. C'est l'épisode dit de la vente de la Louisiane qui donne officiellement aux États-Unis le contrôle de tout l'espace entre leur territoire et les montagnes rocheuses, espace qu'ils vont investir, contrôler politiquement et économiquement pour continuer leur colonisation et leur développement vers l'ouest. Et c'est cette vente de la Louisiane qui met fin, cette fois définitivement, à la présence territoriale française sur le continent nord-américain. Il ne reste donc plus, comme je l'avais indiqué plus tôt, que les îles de Saint-Pierre et Miquelon, un territoire tout à fait respectable mais minuscule en réalité, alors qu'à une époque, la France réclamait, à défaut de véritablement l'occuper, un territoire qui représentait à peu près 5 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire 10 fois sa superficie. De cette présence française, j'ai parlé du Québec. Il reste également une trace à travers la culture de la Louisiane, qui est en fait une culture de melting pot entre
cette présence historique française et les flux migratoires qui ont été façonnés par l'histoire, celui des Acadiens venus de l'actuel Canada, celui des créoles des Antilles venus des colonies françaises, celui des Espagnols qui ont pris possession de ce territoire pendant une quarantaine d'années, celui bien sûr de l'esclavage, soit venu directement des Antilles, soit d'Afrique au XIXe siècle, puisque l'économie de la Louisiane va se développer par une économie de plantation qui fait appel à l'esclavage. Ce sont ces flux migratoires qui ont façonné une culture très particulière, qui est d'ailleurs l'objet de beaucoup d'attention aux États-Unis. Depuis la fin des années 60, on a vu apparaître des sociétés de protection de cette culture spécifiquement acadienne, cajun, de la langue française en Louisiane, même si elle est parlée sous des formes créoles ou cajun qui rendent difficile la compréhension pour les francophones européens ou même pour les Québécois, et une présence presque mythique qui fait que la Louisiane est vue par les Américains comme un État très particulier. Si vous regardez toutes ces séries un peu fantastiques avec des histoires de vampires, les romans de Anne Rice comme Entretien avec un vampire, vous voyez que la Louisiane et la Nouvelle-Orléans en particulier sont un cadre dans lequel les Américains actuels projettent tout un corpus de fantasmes sur l'origine européenne, sur une société qui est un peu figée dans le temps, sur des mythes et des légendes d'origine soit européenne, soit antillaise, comme le vaudou, qui donne une identité très spéciale à la Louisiane. Merci à nouveau de votre attention et j'espère vous retrouver